Bonjour et bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 3 avril 2024. Voici les sujets de la semaine. En studio, Mme Yvette Pelletier nous raconte ses expériences en tant que famille hôtesse, des nouvelles du projet LUSE, une offre culturelle dans les Basques avec M. Alain Panton et le dossier de l'autoroute 20. Projetez-vous devenir famille hôtesse? Alors soyez attentifs à ce qui suit. Bonjour, Ghislain Vachon. Ici, nous sommes en compagnie de Mme Yvette Pelletier, qui est sur le comité des familles hôtesses pour l'école de langue de Trois-Pistoles. Bonjour, Mme Pelletier, ça va bien? Bonjour. Oui. Ça... Donc, vous, l'école de langue, ça fait longtemps que vous vous impliquez dans l'école de langue. Oui, je suis dans l'école de langue depuis l'année 90. Donc, suite à un appel de Janine qui m'a demandé de garder une dame avec sa petite fille. Et j'ai commencé comme ça. Et après, j'étais substitut. S'il manquait des familles, elle m'appelait. Et après, j'ai dit, OK, on garde. Donc, très impliqué au niveau... Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je le sais très bien, très impliqué au niveau de l'école de langue. Là, l'école de langue, malheureusement, cette année, il n'y en a pas. Et puis là, il y a des efforts de fait pour ramener ça, raviver la flamme. Où est-ce qu'on en est en ce moment-là? On en est que ça va très bien. On a une pétition qui est en cours. Et en passant, ceux qui ne l'ont pas signée, il y a des pétitions un peu partout dans la ville. Donc, vous devrez la signer pour nous encourager et afin de dire à Western que nous sommes encore intéressés à avoir l'école de langue. Et en plus, on a un document pour recruter des nouvelles familles. Ça fait que la même chose, si vous voulez être famille hôtesse pour 2025, nous aimerions que vous alliez signer le document à la Ville de Trois-Pistoles. Là, parfois, les gens se demandent, qu'est-ce que... Parce qu'il y a des nouvelles... Moi, j'en ai eu des étudiants par le passé, je sais à quoi m'attendre, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, c'est quoi que ça fait des familles hôtesses, là? Famille hôtesse, moi, je dirais, c'est de leur montrer le français, la première des choses, et l'accueil. L'accueil est très important et aussi, il faut avoir une certaine ouverture parce que quand tu vois les noms, tu ne sais pas s'il va être asiatique, un noir ou de religion juive ou autre. Avant, on disait c'est les Anglais, mais là, c'est non. Les Anglais tels qu'on les perçoit, là, des descendants de British, on peut se dire. C'est plus ça, là. Le Canada, c'est plus ça. Non, c'est vraiment... Et ça, je pense, c'est très important d'avoir cette ouverture-là. Et aussi, ça nous apprend comment on peut percevoir les gens sans les connaître. Et quand on les connaît, on s'aperçoit que ces gens-là sont comme nous, mais avec une religion différente ou avec une nationalité différente. Et ça, je pense, c'est la chose la plus importante pour une famille. Et quand il est question de nourriture, c'est de faire la nourriture que l'on fait à la maison. C'est une nourriture parce qu'eux aiment vraiment quand on fait les mets québécois. Et je pense que c'est très, très important de rester une cuisine familiale. Puis, je veux dire aux jeunes familles, les étudiants aiment parler avec les enfants parce qu'ils ne se sentent pas jugés. Donc, il ne faut pas se mettre une barrière. « Ah, j'ai des enfants, je ne peux pas recevoir. » Oui, vous pouvez. Et vous pouvez recevoir aussi juste pour les repas. Parce qu'il y a des familles qui prennent seulement coucher-déjeuner. Donc, vous pouvez prendre pour les repas et c'est aussi intéressant pour vous, là. Comment ça regarde, là? Western, est-ce que vous avez eu des échos déjà? Oui, oui, on a des échos. Et cette semaine, chaque groupe a des... Zoom avec Western. Donc, juste pour résumer, la période couverte dans l'année, ils arrivent... En mai et jusqu'au mois d'août. Okay. Environ vers le 15 d'août. Mais là, c'est 3 cohortes, là. Oui. Au moins 2 cohortes, je veux dire. 2 cohortes, plus les adultes, les professeurs qui viennent maintenant apprendre le français. OK, donc c'est mai jusqu'à... Je crois qu'ils ne passent pas la Saint-Jean-Baptiste ici, là. Non, okay. Exactement. Donc, la première cohorte, c'est de mai... Une date en mai, oui, pour 5 semaines. Pour 5 semaines jusqu'à la fin juin. Environ 18-19 juin. Ils reviennent aux alentours du 4 juillet. Oui, exactement. Et ils repartent en août, oui. Mais il y a des prolongations parfois, puis il y a, oui, il y a des professeurs, puis des indépendants qui viennent à travers ça. Exact.
une bonne retombée économique pour la région malgré tout. Oui, ça, c'est ce qu'il faut penser parce que, vous savez, je suis ici depuis 46 ans, mais bientôt. Et alors, vous êtes comme moi, vous êtes une étrange. Oui, je suis une étrangère, moi aussi. Vous êtes de Oui, Rimouski, oui, étrangère. Et je dois dire que des fois, on dit « Ah, c'est là, ça ne partira pas ». Mais non, il faut faire des efforts pour le garder, puis là, c'est le temps. C'est le temps de vraiment nous appuyer et de dire « Oui, je m'implique ». C'est enrichissant pour les personnes qui reçoivent aussi. Oui, très enrichissant parce que moi, je dois dire que les étudiants m'ont fait voyager et maintenant, je voyage. Il y en a certains, lorsque ça s'est bien passé, moi, j'ai eu quelques échos par le passé Oui. de ceux. C'est sûr et certain que là, c'est très vaste et les jeunes ont beaucoup de... Bien, les jeunes, les premiers que j'ai reçus doivent être moins jeunes maintenant. Oui. Mais je veux dire, il y a beaucoup de contacts qui demeurent parfois. Exactement. Moi, j'ai encore beaucoup de contacts avec eux autres, puis beaucoup de familles ont des contacts avec les étudiants et qui reviennent nous voir aussi. Et ça, c'est... repassent, c'est ça. Oui, exactement. Puis, je dois vous dire une expérience que j'ai vécue il y a environ 25 ans. J'étais au restaurant et un monsieur arrive. Il avait été étudiant ici il y a 40 ans. Donc, on a cherché sa famille et il a pu rencontrer sa famille. Ça fait que donc, c'est pour dire comment c'est important et qu'est-ce qu'on leur apporte aussi. Et ça, c'est aussi un prestige pour nous. Il ne faut pas le voir, c'est ça. Il faut Oui. voir le français, c'est une richesse. Oui, puis aussi, quand on est fier de notre français, je pense qu'on est fier de le montrer à nos étudiants. Peut-être le mot de la fin, je vais vous le laisser. J'ai parlé beaucoup pendant cette entrevue. Bien, moi, je dirais, n'hésitez pas, venez nous rejoindre dans le groupe des familles. Et il y a toujours des moyens. S'il y a des difficultés, on peut vous trouver des solutions. Donc, on va indiquer, là, au moment du montage, on va indiquer, de toute façon, M. Philippe Guilbert était de passage ici, le maire de Trois-Pistoles, on l'a déjà indiqué, mais on ne le redit jamais assez. Oui. Donc, je vous remercie, Mme Pelletier, d'avoir été avec nous ici ce matin. Oui, et puis, bon, on souhaite une renaissance et puis une longue vie à l'École de langue. Les diffusions Trois-Pistoles et un promoteur ambitieux. Bonjour, Ghislain Vachon, en compagnie de M. Alain Panneton, un nouveau résident de la région. Bonjour, M. Panneton, ça va bien? Bonjour, merci beaucoup de l'accueil. Oui, ça fait plaisir de recevoir de nouvelles personnes ici. Moi-même, n'étant pas un autochtone, si je peux me permettre, étant un nouveau, ça fait 21 ans, mais on est toujours un peu nouveau. Quand ce n'est pas notre région natale. Ouais, donc, on reste des étranges. On reste des étranges, effectivement. Donc, vous êtes dans le coin, pas seulement pour vivre de votre retraite, mais quand même pour être actif là-dedans. Vous organisez des spectacles, vous avez une maison de production, des productions... Ben oui, je dois vous avouer que j'étais plus ici pour ma semi-retraite, mais là, les choses ont fait qu'on a créé un nouvel organisme qui s'appelle Diffusion 3P. Diffusion 3P. Qui a pour objectif de permettre une plus grande offre culturelle là, dans la MRC des Basques. Puis, de fil en aiguille, les partenaires financiers, les partenaires privés ont poussé un petit peu la chose, puis on sentait vraiment qu'il y avait une demande pour ça. Fait qu'on a mis ça en place. On fait 3 premiers spectacles là, au bénéfice, un peu pour voir la réaction des gens. Je dois t'avouer qu'on est même surpris. J'ai plus de 80 des billets qui sont vendus vraiment à Trois-Pistoles et les environs. Fait que la demande là, était très, très concrète. Il y a des gens locaux là, qui sont contents d'avoir des shows plus près, là, sans avoir besoin de se rendre à Rimouski puis à Rivière-du-Loup pour certains spectacles majeurs comme ça. Là. Donc, pour ceux qui s'interrogent, vous n'êtes pas un jeune nouveau, là, vous n'êtes pas un néophyte, vous avez quand même un bon CV dans le domaine là, de la culture puis de la présentation d'événements. Oui, mais comme diffuseur, c'est nouveau pour moi. Comme diffuseur, moi, j'ai travaillé comme agent de spectacle, agent d'artiste, éditeur et producteur. Mais là, je me retrouve vraiment à l'autre côté du siège là, comme diffuseur, puis j'adore ça. Puis là, vous avez... il y a des belles choses qui s'en viennent, on va en reparler. La région ici, c'est un bon potentiel pour une pré-retraite là, comme là-bas? Oui, pour la pêche, pour les gens, oui. On avait comme objectif, nous, on a un chalet là, dans le coin depuis déjà 7 ans, puis on avait vraiment comme objectif de passer notre retraite ici. Puis ma copine a ouvert une petite boutique de laine à Trois-Pistoles, fait que ça l'a fait... activer un petit peu là, la démarche, puis on est installé. On peut, en bon québécois, la plugger. C'est le Mouton Noir Lainerie. Le Mouton Noir Lainerie, effectivement. Donc, ici, sur la rue Jean-Rioux. Jean-Rioux.
Okay. Donc, vous, c'est un projet de retraite, mais finalement, c'est dur de rester à la retraite? C'est ça. Je pensais plus à refaire. Mais bon, là, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Je suis en contact avec presque tous les producteurs à Montréal depuis plusieurs années. Fait que pour moi, c'est facile. C'est plus facile pour moi que quelqu'un qui s'improviserait, bien sûr. Puis il y a un potentiel ici, ne serait-ce que depuis nous, ça fait déjà presque un an qu'on est ouvert, puis on s'en faisait parler beaucoup de l'offre culturelle, fait que pourquoi pas? Puis ici, il y a un bon potentiel pour l'offre culturelle. Il y a de la place ici dans la région entre les deux grands centres. C'est sûr que quand on arrive de la région de Montréal, on parle de grands centres. Quand on parle de Rivière-du-Loup et Rimouski, les gens sourient un peu, là. Mais je veux dire, nous, en région, ici, ce sont deux grands centres importants. 3 Pistoles entre les deux. Il y a de la place pour 3 Pistoles? Moi, je crois que oui. Puis la billetterie le prouve présentement. Là, on a plus de 50 des billets qui sont vendus directement à 3 Pistoles. Après ça, avec Notre-Dame-des-Neiges, puis Saint-Mathieu, on n'est pas loin de 70 de la billetterie. Fait qu'il y a vraiment un besoin local, là. Les deux grands centres ont déjà leur diffuseur majeur, puis ils font déjà leurs choses. Moi, c'est vraiment là, pour la MRC des Basques, là, pour augmenter l'offre pour la MRC des Basques. Ici, il y a des belles salles, vous me disiez, il y a un grand potentiel. On a la chance d'avoir 3 beaux lieux de diffusion. La première, c'est l'église, qu'on va faire les 3 premiers spectacles, qui est selon moi une cathédrale. C'est pas une église, c'est de toute beauté. Il y a un projet avec la Riveraine, une belle petite salle à Notre-Dame-des-Neiges, que le Conseil de Ville est en train de... L'ancienne église, pour ceux qui se Oui, demandent. c'est ça, l'ancienne église. Le Conseil de Ville est en train de transformer tout ça là, pour que ça soit adapté pour les spectacles. Puis, il y a l'Arena, qu'on devrait, dès l'été 25, là, proposer soit des événements et des festivals là, qu'on pourrait travailler. Étant donné l'acoustique, ce serait plus rock, j'imagine. Ben non, j'ai 3 projets. Je ne veux pas trop en parler parce qu'il y a 3 projets. Présentement, il y a un projet d'humour. On vous fera revenir. Il y a un projet de blues jazz aussi. Fait qu'on va voir là. Donc, ce serait propice à l'Arena. Ben, tout à fait. L'acoustique, il y a moyen d'arranger ça pour que ça fonctionne très bien. Moi, j'ai fait les premières tournées avec Star Academy, justement dans les arénas. Là, on était passé justement à Rivière-du-Loup à l'époque. Puis il y a moyen d'arranger ça pour que ça soit viable et agréable. Donc, il y a du potentiel dans la région. Oui, beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens, on peut dire des étranges qui ont participé à l'achat pour venir de la billet? J'ai des billets qui sont vendus au Saguenay puis à Québec. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai l'impression que c'est des gens qui viennent passer l'été ici. Fait que là, ils ont entendu parler de ça. Fait que là, comme ils peuvent réserver en ligne, ils réservent déjà leurs billets pour avoir les sièges qu'ils veulent. C'est ça, c'est pas mal le plus loin que date, là, Saguenay. Puis même moi, j'étais bien surpris de savoir qu'il y avait des billets qui s'étaient vendus. Là, ça traverse bien, là, mais oui, habituellement. Parce que la traverse fonctionne, ça traverse bien. Et ici, l'église, on peut parler de combien de places? C'est une belle salle? C'est une très belle salle. On parle de 450 sièges, très, très, très bien. Parce qu'on a limité, là. Avant, on parlait de 550, puis moi, quand on paye un billet, je veux m'assurer qu'on voit bien. Fait qu'on s'est assis à chacun des sièges pour s'assurer qu'on voyait bien. Fait qu'on est environ à 450. Il y a la mésaline aussi là, qui Premier pourrait... Jubilé. Oui, c'est ça qui aurait une capacité d'environ 40 à 50 sièges là, qui pourrait être ajouté à ça. Fait que non, c'est une très, très belle capacité là, pour les artistes de renom. Là. Donc, on peut... Pas seulement des artistes locaux. Puis, tout à fait. Bien, ça permet des plus gros cachets. Je ne te cacherai pas que Patrick Normand, et c'est plus cher que Maxime Martin et une Gabriella. Là. Fait qu'il fallait que la capacité le permette aussi. Il y a une limite aussi du prix de billet. On voulait vraiment là, pour que ça soit... On est un peu moins cher que le reste du Québec, parce que, Patrick, là, les billets sont quand même assez chers, mais je voulais que ça soit accessible aussi. Là. On peut en parler tout de suite. Il va avoir, on va le mettre en superposition à l'écran. Donc, le premier spectacle, c'est la tournée d'adieu de Patrick Normand. C'est grâce à vous qu'on l'a, parce qu'il va être unique. Pas passer, effectivement. On l'a eu, ça a été la gentillesse de son gérant. Il était à Québec en supplémentaire le 5 mai. Fait que c'est quand j'ai vu ça, j'ai appelé.
Puis bon, pour 2 heures et demie de plus, là, il y avait moyen de faire quelque chose. Là, fait qu'on on a fait une offre qui a été, en fin de compte, acceptée. C'est sûr que lui, c'est sûr qu'il va, il il va avoir beaucoup de gens. Là, ça a dû, Ben, le téléphone a dû sonner beaucoup. Je dois vous avouer que c'était un des choix aussi pour partir, parce qu'on le 6 mai aussi, on va présenter une conférence de presse pour annoncer tous les projets qui s'en viennent. Puis on va avoir la présence de Patrick Normand à la conférence de presse, selon moi, qui va aider à faire sortir les Kodak. Oh, sûrement. Là, c'est vrai que les 2 grands centres vont en envoyer des Kodak. Ben oui, c'est ce que Ils vont peut-être même envoyer seulement des micros, vous allez voir, ils vont y en avoir. Oui, mais la dernière fois, il y avait des Kodak, mais il n'y avait pas de personnel qui suivait. Parce que souvent ici, là, les 2 grands centres couvrent ici lorsqu'il y a une catastrophe, mais maintenant, ça va être une belle catastrophe à ce moment-là. Après ça, il y a Maxime Martin, un show d'humour. Oui, on voulait aussi tester l'humour. Je voulais avoir la palette la plus large possible là, pour voir un peu là, un portrait général. Max, c'est un nouvel homme. Là. Il s'est passé plein de choses dans sa vie. Ça fait 35 ans qu'il une carrière. Il connaît l'endroit parce qu'il est venu à Éco-Fête. Oui, effectivement, il connaît l'endroit. Et puis bon, là, il est vedette TV, c'est ainsi avec sa fille. Il y a une petite émission, il y a une émission radio. Puis c'est son 6e one-man show qu'on a la chance d'avoir en rodage. Fait que si les gens veulent voir les shows en primeur, là, il n'y a personne qui l'a vu. C'est son show en rodage. Dans une église, les propos, ça passe? Ça va passer, il n'y a pas de problème. Ça va passer. Donc, après ça c'est le 2 août. De toute façon, on reviendra avec tout ça. Le 18 octobre, Gabriella, je ne sais pas c'est qui. Je ne suis pas. Parlez-nous-en. Gabriella, c'est un artiste québécois qui est rendu à son 3e album. Il se passe des choses extraordinaires avec elle. Il y a une tune présentement qui s'appelle 5 AM, qui est en France, qui tourne dans plus de 120 radios. C'est une tune en anglais en plus, qui tourne dans 120 radios en France, qui est unique comme situation. La dernière qui avait vécu ça, c'était Cœur de pirate, là, ça fait quelques années. Puis Gabriella l'a réussi en moins de temps, le Cœur de pirate. Fait qu'on est très, très content de ce qui se passe. Là. On est en train de développer le monde au complet. J'imagine que c'est les plus jeunes, ça, c'est les moins de 40 ans. Oui, mais c'est très musical. Son musicien qui est avec, bien, il y a 2 musiciens, 2 multi-instrumentistes, mais dont un, Zender, qui est une vedette du Cirque du Soleil, un violoncelliste qui fait des spectacles à travers le monde aussi. Fait que ces 2 belles bébites-là ensemble... Ça va bien sonner dans l'église. Ça va être... S'il y a un choix à ne pas manquer, selon moi, là, c'est celui-là de Gabriella. Puis un 3e musicien, Marc Anger aussi, un violoniste qui est aussi un multi-instrumentiste. Fait que on parle de cordes, ça va être particulier dans l'église. On a parlé de l'église, on a parlé de l'aréna. La Riveraine, vous me disiez tout à l'heure que c'est une des plus belles salles de spectacle en devenir. Oui, là, ici, les efforts, bien sûr, sont faits, mais la capacité le permettrait. C'est une ancienne église avec la petite mezzaline autour, qui pourrait y avoir une capacité d'environ 325, ce qui permet beaucoup de possibilités. Oui, puis je pense qu'aussi, on a interviewé M. Jean-Marie Dugas avant les fêtes, et puis... il misait beaucoup sur... Bien, il y a un Danny Larrivée là, qui travaille très bien. Il faut le mentionner, le directeur général, là, qui est très, très culture, puis qui a une belle vision là, pour la riveraine. Là, moi, ça a cliqué. Là, ouais. Et donc, de toute façon, ici, Trois-Pistoles a toujours été très culturel. Ben oui, le théâtre. Moi, j'ai connu Trois-Pistoles par le théâtre. Avec le VLB. Tout à fait, tout à fait. Puis là, bon, ben ça n'existe plus, mais il faut que Trois-Pistoles puisse se positionner culturellement aussi, ils deviennent un produit d'appel pour tout le bas du fleuve. Comme je disais lorsque je suis arrivé ici il y a 21 ans, Trois-Pistoles, c'est le berceau du Bas-Saint-Laurent, c'est le cœur du Bas-Saint-Laurent. Et les gens ici, il faut convaincre la population souvent ici qu'ils vivent dans un endroit qui est central. Oui. C'est donc pas de dire, on est excellent. Oui, moi aussi, je suis tanné d'entendre dire qu'on est dans la banlieue de Rimouski ou puis dans la banlieue de Rivière-du-Loup. Là. On est le centre-ville. Oui, bien, c'est le centre-ville. On est le centre-ville. Tout à fait d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord. Hey, quelque chose en finissant, est-ce que vous avez quelque chose qu'on n'a pas survolé et que vous aimeriez parler? C'est le temps. Bien, il y a un petit enjeu particulier que pour bien des gens, c'est un peu nouveau, c'est que la billetterie, habituellement, à l'église, c'est une émission générale. Fait que les gens achetaient leurs billets, devaient se présenter 2-3 heures d'avance pour être capable d'avoir des sièges. Là, moi, j'avais plus de misère avec ça. Fait qu'on a fait une billetterie réservée. Les sièges sont maintenant assignés et réservés. Fait que les gens vont sur diffusion3p.com,
de site Internet, peuvent choisir leur siège qui va être assis. Fait que comme ça évite de se présenter 2 heures d'avance, puis vous recevez votre petit billet par la poste ou par Internet, puis votre siège est réservé, vous savez où est-ce que vous êtes assis. Donc, c'est bien. Ça évite de longues oui, heures d'attente et le brouhaha de... Bien, surtout pour Patrick Normand, une clientèle qui est plus vieille, là, qui attend des heures, 2, 3 jours. Ben, oui, là, je trouve que ça n'avait pas de sens, ça, cette histoire-là d'admission générale. Ça se fait pour un show rock, là, mais c'est pas pour tous les genres de spectacles. Ben, je pense là, que vous allez apporter, vous venez d'ouvrir une fenêtre culturelle dans la région. C'est gentil, ça merci. Ça apporte un vent de renouveau. On le voit déjà, ce n'est pas des vœux pieux. Ça apporte un vent de renouveau, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se revoir. Bien, ça va me faire plaisir. Un gros merci. Ça fait plaisir. Comment se déroule la campagne de financement du projet LUS? C'est Mme Jacinthe Veilleux, du cabinet de campagne, qui nous informe où en est le projet. Bonjour, Ghislain Vachon, ici en compagnie de Mme Jacinthe Veilleux. Bonjour, Mme Veilleux, ça va bien? Très bien, M. Vachon. Merci d'être ici avec nous. Hey, vous venez nous parler, on va le dire comme il faut, du projet LUS. Le projet LUS, oui, c'est un projet sur lequel on travaille depuis déjà presque 5 ans. Alors, LUS, c'est une légende, en fait, nouvelle. C'est une héritière basque dont l'histoire va être dévoilée en 2026. On espère bien. OK, donc au niveau de l'Église. Ça, c'est un projet sur plusieurs années, je pense que. De toute façon, ça va dans le cadre j'allais dire la redynamisation, mais dans le cadre pour soutenir ici l'Église. Oui, en fait, c'est ça. Au fond, LUS a ce projet-là. Il y a deux objectifs principaux. En fait, c'est pour amener de l'argent neuf dans le bas du fleuve. On espère que les gens vont venir voir le spectacle qui va être présenté à l'Église. On espère que ces gens-là vont manger, vont rester pour le spectacle, vont coucher également. Donc, ça va être de l'argent neuf qui va rentrer dans le Bas-Saint-Laurent. Et l'argent, en fait, aussi va servir à s'occuper de l'Église, s'occuper de l'entretien, du chauffage et tout ça. Mais au fond, le premier but, en fait, c'est d'amener de l'argent neuf pour un projet touristique pour le Bas-Saint-Laurent. Donc, finalement, remplacer ce que le Caveau-Théâtre amenait au cours des années. C'est ça. Ça prend un produit touristique, un appel touristique qui est intéressant. Là, vous avez eu un partenaire majeur, c'est surtout ça, c'est très bien. Donc, vous aviez c'est la Caisse des Jardins, et puis ici, ils donnaient déjà 300 000 $, puis ils vous en ont rajouté un 50 000 $. Absolument. Le Grand Fonds du Mouvement des Jardins nous a donné la semaine passée, on l'a officialisé la semaine passée, nous a donné 300 000 $. Et la Caisse des Basques a rajouté un 50 000 $. C'est le fonds d'aide au milieu, le développement du milieu. Alors là, un partenaire majeur, 350 000 $ pour notre projet. Là, ici, qui travaille avec nous aussi. Vous parlez là, de l'histoire. Oui. C'est une histoire originale. C'est qui est-ce une histoire originale. Qui est-ce qui vous a proposé ça, cette histoire? En fait, je ne peux pas dévoiler ça parce qu'il faut qu'il y ait quand même des secrets. C'est ça. Sans nommer de nom. Sans nommer de nom, c'est quelqu'un de la région. OK. Qui s'est basé sur de l'histoire, sur du vécu, pour faire quelque chose, une histoire originale, fantastique, que les gens vont pouvoir apprécier en 2026. Okay. Donc, sans vendre le punch, là, la danse, du chant, des effets pyrotechniques, voilà. des extraterrestres. Ah, tout est permis. Non, des extraterrestres, peut-être pas, là. Mais oui, c'est un projet multimédia. Entre autres, il y a une firme de Montréal qui travaille présentement sur la pré-production pour voir qu'est-ce qui est nécessaire au point de vue électrique, au point de vue, je ne connais pas les technicalités. Mais comme notre église, c'est une église qui est classée, alors, il ne faut pas altérer le bâtiment. On ne rentre pas le 550 dans le bâtisse. Bien, on fait en sorte de garder notre église intacte. Alors, il n'y aura pas rien qui va être brisé. Ça va être des choses qui vont être attachées, ce qui fait que le culte religieux va pouvoir quand même s'exercer. Sans, encore une fois, vendre le punch, on parle de plusieurs comédiens, comédiennes? Il n'y aura pas de comédiens, parce que c'est un spectacle multimédia. Okay, donc, alors, ça va être un technicien ou des techniciens, ce qui fait qu'on ne sera pas à la merci de comédiens, parce que ça va être déjà, tout va être fait. Alors, on met
le courant quelque part. C'est une façon simple de le dire. Lorsque vous m'en parlez de « je ne vendrai pas le punch Ouais, lorsque ouais, vous ouais. m'en parlez comme ça me fait penser à un projet qui est dans la région. Il y a des noms dans ma tête qui apparaissent, mais on n'en parlera pas. On va garder le punch. OK, donc c'est ce genre de projet-là. Oui. Est-ce qu'on peut penser, c'est quoi, des lunettes multimédia ou ça va être en direct? Ça va possiblement en direct, mais c'est ça. Comme quelqu'un qui aurait vu le spectacle Aura à la Basilique à Montréal. Alors, le spectacle Aura, c'est de la musique avec des jeux de lumière, mais nous, en plus, on aura une histoire à raconter. Ah, c'est très intéressant. Oui, ça va être assez là, attractif. Avec tous ces sous-là, j'imagine que vous n'avez pas besoin d'argent. Non, c'est une blague. Vous avez encore besoin de donateurs. On a encore besoin de donateurs, alors on invite les gens. Les gens peuvent le faire à titre personnel lorsqu'ils vont sur le site www.projetéglise. On va écrire ça quelque part. Ils peuvent faire un don. Et nous, notre comité, c'est sûr que depuis le mois d'octobre, on visite nos entreprises qui ont une belle réceptivité vraiment pour ce projet-là. C'est important l'Église ici. Pas seulement au niveau... C'est notre tour Eiffel. Ben, c'est ça, pas seulement au niveau caractère religieux, qui est très important, mais il ne faut pas le nier. Le système de diffusion de la messe tombe en panne pendant le temps des fêtes. On l'a su assez rapidement. Hein. C'est un de nos... en restant bon québécois, c'est un de nos best-of, la messe. Donc, c'est encore très important au niveau de lieu de culte, mais comme on discutait tout à l'heure, la quête n'est plus ce qu'elle était. Non, puis la dîme non plus, la capitation, les gens ne le passent pas encore. Donc, si on veut garder ce monument-là, c'est un monument, d'ailleurs, c'est classé. C'est un monument qui est classé. Alors, donc, si on veut le garder, il va falloir à un moment donné qu'il y ait des sous qui soient injectés dedans. Il faut se relever les manches et travailler pour faire en sorte que ça fonctionne. Et on y croit. Fait que la télévision va vous suivre là-dedans, on est d'accord, parce que ce qui est bon pour Trois-Pistoles est bon pour nous autres. Et bon pour tous, c'est ça. Puis est bon pour la MRC aussi, on parle tout souvent de Trois-Pistoles. Parce que qui dit qu'un jour, tu sais, ça c'est un projet majeur, mais il peut découler d'autres projets de ce projet-là. D'ailleurs, on discutait avec M. Alain Panton, qui est venu s'établir ici dans le coin, c'est les diffusions 3P. Il disait, c'est une cathédrale, c'est un monument. Puis, donc, ici, dans la région, si on s'attend toujours à avoir une usine de planches, comme on disait, peut-être qu'il y a d'autres choses qui c'est plus propice. Nous, on y croit beaucoup. Depuis 5 ans, on travaille vraiment très fort là-dessus. Puis, on va voir à l'aboutissement de ça en 2026. En 2026, donc les gens vont dire c'est loin. Non, c'est non, c'est demain matin. C'est dans un an et demi, si on regarde ça comme il faut. Absolument. Oui. Moi, une année commencée, c'est une année finie pour moi, donc 2024 est déjà passablement avancé. Donc, c'est dans à peine 20 mois. Oui, absolument. 20 mois. Aux alentours de ça. Et puis, donc, on va vous réinviter au moment où il y aura du développement. Oui, ça va nous faire plaisir de vous entretenir. Si jamais on peut aider, participer, n'hésitez pas, la télévision communautaire est là pour ça également. Un gros merci. Un mot de la fin? Bien, un mot de la fin, on dit aux gens, soyez aussi, comment je pourrais dire ça, soyez aussi optimistes, enflammés que notre comité l'est. Alors, si vous voulez donner des sous, faites-le. C'est des argents qui peuvent, on peut avoir un reçu de charité. Je voulais dire tout à l'heure, reçu de charité, donc à la fin d'impôt. Pour fin d'impôt. Alors, puis, parlez-en, soyez des ambassadeurs, parce que plus il y aura de monde qui seront allumés sur le projet, bien, plus on sera heureux et tout le monde va en bénéficier. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé de ça, parce que je suis sûr qu'il y a des gens, là, connaissant la nature humaine, ils ont dit, mon Dieu Seigneur, 350 000 c'est dur. Aujourd'hui, 350 000 c'est pas grand-chose pour... pour des projets de cette envergure-là, non. C'est pas grand-chose. Je dis souvent, ça paye l'essence et puis le lunch, puis parfois, il n'en reste pas. Merci beaucoup, Mme Veilleux. Merci beaucoup, M. Vachon. Le prolongement de l'autoroute 20 est un dossier de grande envergure. Sa porte-parole et un producteur agricole sont en faveur du projet. Bonjour, Ghislain Vachon. Nous sommes ici aujourd'hui en compagnie de Mme Caroline Lamontagne, qui est porte-parole de l'Association citoyenne pour l'autoroute 20, et de M. André Rioux, qui est producteur agricole à Saint-Simon. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur. Bonjour, M. Vachon. Ça fait plaisir.
Donc, on est ici là, pour parler d'un dossier qu'on va certainement entendre parler encore beaucoup, parce que comme tout dossier dans la région, il y a les pour et les contre. Donc, vous êtes en faveur du prolongement de l'autoroute 20. Parlez-nous, c'est quoi la problématique actuelle là, qui fait en sorte que les gens puissent être en faveur de l'autoroute 20? Bien, tout d'abord, il faut mentionner qu'on est tous les deux résidents sur la route 132. Donc, tous les points qu'on va aborder aujourd'hui, c'est vraiment des choses qu'on vit de manière quotidienne. Puis d'un autre côté, on comprend qu'il y en a qui se rendent compte qu'il y a toujours un balancier à faire entre les deux dossiers. Par contre, quand on n'habite pas sur la 132, c'est vraiment difficile à saisir les enjeux qu'on vit de manière quotidienne, autant comme résident que comme utilisateur de la route. Et moi, en tant que producteur agricole, je suis un petit peu plus âgé que madame à côté, mais moi, j'ai été élevé à Saint-Simon. Je suis né à Saint-Simon, je vis dans la maison où est-ce que je suis venu au monde, donc et qui est juste sur le bord de la 132. J'ai une bonne idée c'est quoi la 132. Et depuis plus de 60 ans que je me promène dans les champs en avant de la maison chez nous, que je fais de la culture, et que les premiers travaux qui ont eu lieu il y a à peu près 60 ans pour essayer d'améliorer la 132, ça se faisait dans les champs chez nous. J'ai coupé des petits poteaux avec la faucheuse régulièrement. J'ai une bonne idée c'est quoi la 132 et pourquoi on a des problèmes de circulation aujourd'hui. Donc, si je résume, c'est le prolongement de la 20, c'est pour solutionner une problématique principalement liée à la 132 et à la circulation sur la 132. Il passe combien de monde sur la 132? Là, Mais je suis contente que vous posiez cette question-là parce que j'ai trouvé un article, justement, j'ai regardé mes notes, où le directeur de MTQ, même en 2011, il disait que l'absence de véhicules, ça serait une solution à l'absence de véhicules qui ne circulent pas à la même vitesse que les voitures, par exemple, serait une solution. Et il mentionnait aussi qu'il a fait des études depuis l'instauration de le bout d'autoroute 20 entre Cacouna et Notre-Dame-des-Neiges, qui dit que en moyenne par jour, sur cette section-là précisément de l'autoroute 20, 7000 véhicules, excusez-moi, par jour, alors que sur la 132, c'est 1710. Donc, c'est à peu près 8000 véhicules par jour, quotidiennement, qui passent à 132. Tracteurs, véhicules, OK, autobus. on s'entend, là, aussitôt que la 20 termine, là, la 132 ça fait un entonnoir. OK, donc c'est 8000 véhicules. Par jour, excluant la saison touristique. OK. Dans la saison touristique, on sait qu'on a un petit ralentissement habituel devant la fromagerie des Basques, mais ça peut monter jusqu'à quoi? 10 000 véhicules par jour. 10 000 véhicules par jour. Puis on ajoute là-dessus des roulottes, des campeurs, qui roule aussi à une vitesse moindre parce que la charge à transporter est quand même supérieure qu'un véhicule normal. Donc, tout ça passe devant toutes les maisons situées entre Notre-Dame-des-Neiges et le Bic. Nous, on va parler juste de Saint-Simon, là, on va juste le mentionner parce qu'on n'habite pas sur les autres municipalités. Puis Saint-Simon, la particularité, c'est que ça coupe le village en deux. Donc, il n'y a aucune autre municipalité où les maisons sont littéralement collées sur la 132. Donc, beaucoup de bruit. Exact. Et j'imagine, vous, là, avec... moi, je suis fils de cultivateur également. À l'époque, c'était le glorieux nom pour les agriculteurs. Oui. J'étais fils de cultivateur. J'imagine que lorsqu'on on a une voiture à foin derrière le tracteur ou encore des citernes à purin, à fumier, c'est problématique de traverser la route? Il faut remonter un petit peu plus loin dans l'histoire agricole. Parce que si on recule de, mettons, 60 ans, quelque chose comme ça, on avait à Saint-Simon 50-55 producteurs agricoles ou cultivateurs, comme on disait dans le temps. Chacun avait devant sa maison, sa terre, et il traversait la 132 avec des petits tracteurs ou même avec des chevaux. Même on traversait les troupeaux. Vaches laitières. Il n'y avait pas beaucoup d'automobiles. Il n'y avait pas beaucoup d'automobiles, puis on était capable de faire, avec deux signaleurs, on était capable de faire traverser. Aujourd'hui, je n'essaierai pas ça. Mais ce qu'on réalise, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir 50 producteurs agricoles, si on calcule les producteurs laitiers, les producteurs de céréales, on est, mettons, on va dire 10, OK? Donc, les terres sont beaucoup plus grandes. Alors, on se promène beaucoup plus
Parce que nos terres sont plus grandes, sont plus loin, on a acheté les OK, voisins. c'est pas juste traverser, Donc, c'est juste circuler. traverser, on circule. Et on peut circuler, il y a des produits. Moi, je suis des amis, des voisins producteurs agricoles que je sais qu'ils peuvent faire jusqu'à 25-30 km sur la 132 avec un tracteur. Et ce qui va en Et arrière. avec l'équipement qui va en arrière. Et les tracteurs d'aujourd'hui, c'est plus les tracteurs qu'on avait il y a 50 ans. C'est des tracteurs plus gros, c'est des tracteurs qui vont plus vite, qui occasionnent d'autres problèmes qu'on ne connaissait pas avant. Un tracteur qui va à 25 km/h, pas long à dépasser, surtout quand il y a rien que 6 pieds de large. Mais s'il y a 11 pieds de large, Double roue. puis qui va 70 km/h, ben même si on a mis des zones de dépassement à quelques places sur la 132, ben c'est bien de valeur, les tracteurs, ils ralentissent la circulation. Le problème, comme Mme Lamontagne disait, qui répond aussi à votre première question, c'est qu'on a deux types d'usagers sur la même route. On a des gens qui sont pressés, qui traversent la région, qui veulent traverser la région rapidement parce qu'ils ont des deadlines à rencontrer. Puis on a les gens qui sont les locaux, qui ont à se déplacer d'un village à l'autre, qui ont à se déplacer en tracteur, qui ont à se déplacer en moto. C'est ça la différence. C'est là qu'on réalise que aujourd'hui, avec l'augmentation de la circulation, comme Madame disait, ben on arrive à dire que là, c'est bien de valeur. Notre problème, c'est pas d'essayer d'améliorer la 132. Ça fait 60 ans qu'on l'améliore. Plus on l'améliore, plus on a. C'est exactement c'est ce que j'avais écrit sur mes notes. On a plus de vitesse, on a plus dans les zones de contournement de village qu'on a fait. Si on parle à Saint-Fabien, on a fait un beau contournement de village. Les gens se sont construits sur le contournement, les commerces, les résidents, qui était une zone qu'on voulait éviter le village de Saint-Fabien, qui était à 50 km/h, pour que les gens qui sont pressés puissent passer par le contournement. Là, c'est à 70. Mais là, maintenant, on a redescendu à 70 depuis quelques années. Bientôt. J'ai entendu qu'il y a des gens qui aimeraient que ça redescende à 60 et à 50. Et même à 50. Oui, alors, le contournement, ça a été une suggestion qui a été faite. On a dépensé cet argent-là. Donc, Saint-Simon, ceux qui disent « Ah, on a juste à contourner le village Là, on peut y revenir. Parce que on s'entend très bien, parce qu'à Saint-Simon, moi, je suis fier de Saint-Simon qu'on n'ait pas fait de contournement. On a une zone de 50 km/h, et je suis fier parce qu'on n'a pas dépensé d'argent pour rien. C'était inutile, et même, à mon avis, presque impensable de faire un contournement de Saint-Simon. Si on essaie de faire un contournement du village Saint-Simon, on doit passer par le sud. Le sud. Si on passe au sud, il faut traverser 2 fois le chemin de fer. La voie ferrée 2 fois. C'est pas l'idéal. Si on va du côté nord, on doit traverser 2 fois la rivière centrale, qui est une rivière importante, qui est le gros bassin versant de toute la région, et on coupe les terres de ferme Ryukyu à 80 %, et on coupe les terres de ferme Vindigo de l'autre côté. Qui sont déjà limitées à cause du village, puis exact. Et si, par contre, au lieu de mettre d'argent et du temps et des efforts sur la route 132, on avait une autoroute qui passait. À Saint-Simon, on est quand même chanceux, parce que le projet qui est dans les airs, qui n'est pas finalisé, l'autoroute, elle passerait à la limite entre les deux rangs, le rang 1 et le rang 2. Ça, c'est-à-dire au pied de la montagne, ça? Non, de l'autre côté de la montagne. Si on parle dans la face de chez nous. Donc, on vous entendrait. Nous, elle serait assez loin, mais ça passerait au bout, pour moi, je dois dire. Des terres. Ça passerait au bout de nos terres, entre les terres de Saint-Mathieu et les terres de Saint-Simon. C'est l'idéal, ça brise très peu, c'est plus encourageant. On a aussi, à l'opposé, le bout de Notre-Dame-des-Neiges qui reste à faire, parce qu'il y a la moitié de Notre-Dame-des-Neiges qui est fait, mais l'autre bout, si on parle du pont à se rendre à Saint-Simon, là, c'est vrai qu'on touche des terres agricoles qui sont importantes. C'est vrai qu'il faut en être conscient, je suis producteur agricole, mais je suis quand même conscient qu'il y a des producteurs agricoles dans Notre-Dame-des-Neiges, dans Saint-Fabien, qui vont être affectés par la construction de l'autoroute. Parce qu'il y a des places où est-ce que c'est bien de valeur, on ne peut pas dire on va passer au bout des terres, parce qu'on ne peut pas faire des 90 avec une autoroute. Il faut être capable d'avoir une route qui va être relativement à droite. Alors, on n'a pas le choix. Par contre, si le ministère des Transports est capable d'avoir un comportement judicieux pour être capable de contrecarrer le trouble que ça va engendrer d'avoir une autoroute, ben
à ce moment-là, les producteurs qui seraient affectés, il faudrait qu'au moins qu'ils soient compensés en fonction de la perte d'utilisation des terres ou des problèmes que ça va engendrer, des détours qu'il faudra qu'ils soient faits. Mais c'est juste une question d'équilibre entre la demande ou l'exigence du ministère des Transports pour passer sur un terrain et l'entente avec le producteur agricole. Il faut que ça soit quand même juste et équitable. Ça, on est producteur agricole, on veut avoir l'avant pour éviter d'avoir deux circulations sur la même route, mais on est quand même conscient en tant que producteur agricole, parce qu'on est quand même membre de la même association, les producteurs agricoles, on est quand même conscient qu'il y en a qui vont être affectés. Comment ça circule déjà avec l'avant, comme ici, là, l'île verte? Comment ça circule, les producteurs agricoles? Il y a des passages agricoles sous l'autoroute? Il y a des passages agricoles. Il y a eu, dans les négociations qui ont été faites, je n'ai pas participé à ces négociations-là, mais ce qu'on m'a raconté, c'est que dans la partie qui a été faite, mettons, entre Rivière-du-Loup et Notre-Dame-des-Neiges, il y a eu des bonnes négociations entre les producteurs agricoles. Il y a eu des échanges de terre. Si la terre est coupée, on va échanger un bout du côté sud avec un bout du côté nord. Des choses qui peuvent se faire entre deux producteurs agricoles avec un médiateur qui serait le ministère des Transports ou qui serait quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais si ça a été bien fait là-bas, je pense qu'on pourrait encore faire ça. Il peut y avoir effectivement des systèmes de tunnels pour passer en dessous, parce qu'une autoroute, on n'a pas le droit de la traverser. C'est l'avantage d'avoir une autoroute, parce que ça permet d'être une circulation rapide, mais on n'a pas le droit de la traverser. En tant que producteur agricole, ça cause des fois des problèmes. Il y a des gens qui sont obligés de faire des détours de 1 ou 2 ou 3 kilomètres pour aller sur l'autre terre qui est plus loin. Il n'y a pas de solution idéale. Vous l'avez bien dit, M. Vachon, il n'y a pas de solution idéale, mais on essaye à bien discuter, à s'entendre. Je pense qu'on est capable d'arriver à quelque chose de positif, d'intelligent. Ben moi, j'aimerais ça revenir sur un point. Allez-y. Je m'excuse, vous aviez parlé du bruit tout à l'heure. Ça, c'est quand même, je vous dirais, c'est un point majeur pour les résidents sur la 132. On va aller avec le 8000 véhicules pour la moyenne annuelle, là, excluant la saison estivale. C'est extrêmement bruyant, au point que ça arrive que des gens, ils veulent déménager. Moi, la première. Lorsqu'ils passent 2-3 filets de Harley-Davidson, c'est plate un petit peu. Il y a des gens qui disent, ils passent, oui, mais il n'y a jamais personne dehors à Saint-Simon. Non, parce que je peux comprendre pourquoi. Exact, vous comprenez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu sors, tu veux être tranquille, tu as choisi de vivre à la campagne pour la tranquillité, le rythme de vie un peu plus lent et tout ça, mais tu te retrouves finalement envahi par ces bruits de véhicules, que c'est sans arrêt. Même le soir, aussi, là, il y a les camions, puis la nuit, il y a des camions avec leur fameux frein Jacob. Oui, parce que les gens, ils ne peuvent pas dormir, la fenêtre ouverte la nuit, même. Parfois, il y a un nid de poule, j'imagine, et que ça cogne fort. Oui, mais les trous d'hommes, en fait, sont très bruyants devant les maisons, principalement quand les camions passent dessus. Mais ça, c'est un autre dossier. Ça, je peux être très, très sensible à ça. Mais moi, je parle du bruit en général, juste du passage des véhicules. Tu sais, on va dire, oui, l'autoroute fait du bruit aussi. Oui, cependant, c'est souvent plus loin des résidences, puis ça va être un bruit comme une espèce de bruit de fond constant, alors que les voitures qui passent à côté de la maison, vraiment, il y a aussi les vibrations. Ça shake dans la maison, tu entends tes verres cogner ensemble. Tu sais, le bruit, ça t'agresse, tu deviens plus irritable, tu sors plus de chez toi ou presque peu de chez toi. Ça donne pas envie d'aller marcher dans ton village. Vous savez, OK, il y a une limite, il y a un panneau qui se marquait 50 km/h, mais on s'entend que... On s'entend. Que parfois, des gens passent un peu plus vite. Assez dangereux, surtout l'hiver, lorsque les trottoirs sont partiellement dégagés. Effectivement. Puis, je suis contente que vous parliez de la limite de vitesse parce qu'elle n'est pas souvent respectée. Et lorsque je prends moi comme exemple, souvent je la respecte, je vais me faire coller au derrière pour être poli ou même klaxonner. Et je me suis déjà fait envoyer un doigt d'honneur par un camionneur parce que je tournais dans ma propre entrée. Et je me suis aussi fait rentrer dans le derrière pour attendre, pour tourner dans ma propre entrée. Donc, tu sais, il faut avoir... C'est une question de sécurité publique. Question de sécurité. Puis là, on dévie un peu de la santé mentale, mais je veux dire, ça fait partie des enjeux où est-ce qu'il faut toujours que tu sois vigilant pour rentrer chez vous. J'ai l'avantage que j'ai quand même l'accotement devant ma maison, mais souvent, les gens utilisent l'accotement comme votre dépassement à droite. OK.
moi, je vais revenir avec la loi d'accotement que j'ai failli me faire frapper à 2 reprises en traversant la rue avec mes enfants parce que quelqu'un a décidé d'arrêter, qui est super. On les remercie à chaque fois. Mais l'autre personne derrière s'est dit, je vais dépasser à droite. Mais c'est parce que je suis là avec mes enfants en train de traverser la rue. Donc, j'imagine les personnes plus âgées qui ont moins ce réflexe-là, si on veut, de vigilance ou qui marchent plus lentement, ils n'ont pas le goût de traverser le village. Ou tout simplement un citoyen lambda. Oui, c'est ça. N'importe qui traverse, puis on a un super beau parc au centre du village, pas de traverse de piétons, ça ne donne pas le goût d'y aller. Pourtant. De toute façon, la traverse de piétons, j'imagine, si vous en mettez une, ça va faire le tour des médias régionaux, un ralentissement. On en a une maintenant, Oui. au coin de la rue de l'Église, parce qu'à l'époque, de quelques années, il y avait des enfants qui habitaient juste au coin de la rue, de l'autre côté de la route, et ils ne pouvaient pas prendre l'autobus parce qu'ils étaient trop proches de l'école. Donc, ils ont fini par accepter pour permettre aux enfants de traverser la rue, mais encore là, les voitures arrêtent rarement. Personne. Même si on a des dossards, même si on a un manteau voyant, c'est vraiment difficile. Non, je sais que Saint-Simon, personnellement, c'est sûr que je ne veux pas prendre Mais parti, mais je veux dire, personnellement, je vois très bien la problématique. On a un peu mélangé les choses, sauf que le fait de ne pas avoir le désir de prendre une marche dans ton propre village, ça a un impact aussi sur la santé physique des résidents. On parle de la santé mentale avec le bruit, mais ça va avoir un tout autre aspect. Puis je parle des personnes âgées, parce qu'on dit souvent qu'elles ne sortent pas de chez eux. Mais si elles n'ont rien pour se dire, je vais aller au parc voir des gens ne vont pas au parc à cause justement de toutes ces affaires-là. Mais ça pourrait peut-être avoir un enjeu social aussi, à long terme, parce que s'il y a moins de circulation, tu as plus le goût de sortir de chez vous, plus de rassemblements, etc. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, si l'autoroute 20 est là, il va passer quoi, 700 véhicules, peut-être maximum par jour dans le village de Saint-Simon? Beaucoup moins. Oui, on aurait moins de trafic, mais surtout, on aurait moins de trafic. On aurait le même type de trafic, c'est-à-dire des gens qui ont affaire à venir au village, à venir à Saint-Simon, à passer par Saint-Simon, et des gens qui, parce qu'ils doivent se rendre à l'église, parce ils ont besoin de passer dans le village. Alors que le trafic qui est pressé, qui doit traverser la région rapidement, il passe ailleurs. C'est l'idée qu'on a. Madame parlait des accotements dans le village. C'est vrai que les accotements dans le village, il faut être prudent parce que se faire dépasser à droite, c'est régulier, ça, quand on est en tracteur. C'est interdit en passant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a fait des améliorations, on a fait des accotements en asphalte tout le long sur la Ça fait une belle route ça fait une belle voie pour circuler. Pour circuler, effectivement. Les gens pensent, parce que vos auditeurs, là, je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui savent qu'en tracteur, on n'a pas le droit de rouler sur l'accotement. Pas plus qu'on a le droit... Il y a une ligne continue, on n'a pas le droit de... Exact. Pas plus qu'on a le droit de rouler sur l'accotement avec une motocyclette, avec n'importe quel véhicule. Tout véhicule moteur n'a pas le droit de rouler sur l'accotement d'une route comme la route 132. Donc, le mode qui appelle ça conduite friendly, qui est très, très en vigueur au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, c'est interdit. C'est interdit. De plus en plus, le ministère des Transports, les contrôleurs routiers, la Sûreté du Québec nous surveillent en tant que producteurs agricoles lorsqu'on roule sur l'accotement. OK? Quand je roule avec un tracteur qui a 11 pieds de large, avec l'équipement en arrière, ça ne me dérange pas de prendre ma place, puis de j'ai mes plaques, j'ai le droit et j'ai l'obligation de rouler sur la 132 à ma voie, OK? Avec un petit dépassement sur le côté de l'accotement parce que je suis plus large que... Mais je respecte mes lois. Par contre, si j'ai un tracteur qui a 6 pieds de large et j'ai mon petit tracteur, mon petit vieux tracteur qui sert à faire le ramassage des roches puis des choses comme ça, c'est de bonne valeur. Je suis pas capable de rouler sur la 132 à ma place parce que les gens je vais me faire plus que des doigts d'honneur, ça va être des poignées de doigts d'honneur. Parce qu'un petit tracteur, ils vont dépasser à droite. Et c'est arrivé souvent que les gens dépassent à droite. Parce que, qu'est-ce qu'il fait à côté dans le milieu du chemin? Je tourne à gauche. Mon indicateur, mon flasheur, comme on dit en bon français, dit que je tourne à gauche. Il me dépasse pareil. Et j'attends pour tourner, parce que c'est un petit peu ça la problématique qu'on vit en tant que producteur agricole. Pour le bruit, moi je suis né dans cette maison-là.
Je suis né avec ce bruit-là, de la 132. J'ai plus de facilité à l'accepter. Ma femme est née à Toronto. C'est difficile. Ça fait des années qu'on est à Saint-Simon, puis elle a encore des problèmes. Elle a les bouchons la nuit. Mais moi, quand je couche à Toronto, là, le bruit de la ville à Toronto m'énerve plus que le bruit de la 132. Un grondement. C'est un autre style. Et là, on dit, vous savez, moi, je suis un étrange, je suis dans la région. J'ai vu des combats titanesques sur la plupart des dossiers, c'est-à-dire sinon la totalité. On dit quoi aux opposants? Parce que j'en connais un petit bout là, sur les opposants. S'ils vont être là solides. Là. Moi, personnellement, je vais te laisser répondre après. Je vais vous dire, je les invite à la fête qu'on appelle la fête de la Reine, la fête de $, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, la prochaine fête. C'est les Patriotes maintenant. Les Patriotes maintenant, qu'on appelle effectivement au mois de mai, dans le temps des semences. Là, je vais inviter les dirigeants, les organisateurs des opposants à venir se promener avec moi en tracteur sur la 132 pendant le temps des semences. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je les inviterai. Rétablir le dialogue. Ça va me faire plaisir de leur montrer c'est quoi le risque qu'on a sur la 132 avec de la machinerie et une fin de semaine où est-ce que les gens sont pressés parce qu'ils ont hâte d'arriver en Gaspésie, parce qu'ils ont hâte d'aller voir le grand-père et là, c'est la folie furieuse. Là. Alors, ça serait mon invitation que je leur ferai. Mais, tu sais, il y a des points, par contre, sur lesquels ils ont raison, parce que la MTQ doit être transparent par rapport à leur plan de match, où ils vont passer, etc. Que oui, il faut faire attention aux terres agricoles. Il y a aussi, on parle des agriculteurs, mais il y a aussi les acériculteurs là-dedans, là, qui a des très belles érablières dans le secteur, des érablières anciennes par lesquelles il faudrait évidemment éviter de passer parce que des arbres centenaires, ben, ça ne se remplace pas. Ça, là-dessus, ça prend 100 ans. Ça prend 100 ans. Ça, là-dessus, je suis complètement d'accord. J'ai aucun problème avec ça. Je pense que tout le monde veut de la transparence de la part du MTQ. Peu importe le projet qui est entamé, peu importe la route qui est discutée, ça va là-dessus. Par contre, tu sais, ils vont parler d'urgence climatique. Ça aussi, j'en suis très consciente. Par contre, les véhicules vont continuer de circuler. Donc, au niveau des émanations de gaz à effet de serre, qu'ils soient sur la 132 ou sur la 20, ils vont continuer à passer. Fait que là-dessus, ça, c'est un petit peu mon bémol par rapport à leurs argumentaires. Parce que les camions, on a continué d'en avoir besoin. Tu sais, on achète de plus en plus par Internet. Il arrive comment, ton colis? Il arrive par camion. Et même s'il arrivait par train, ça prend un camion. Exact. Puis la partie qu'on n'a pas parlé aussi par rapport au transport, des fameuses matières dangereuses. Elles passent par où? Devant vos maisons, j'imagine. Devant nos maisons. Donc, tu sais, ça ne veut pas dire qu'elles n'existeront plus sur la route. Par contre, elles ne passeront plus par des secteurs résidentiels. Donc, advienne un déversement un jour. Il va toujours avoir des impacts environnementaux si on ne peut pas les retirer, sauf qu'on n'aura peut-être pas nécessairement besoin d'évacuer des villages entiers ou des maisons entières. Parce que quand on tombe en mesure d'urgence, c'est dépend du produit qui est renversé, bien, le rayon d'évacuation va changer, puis les vents aussi ont un impact là-dessus. Fait que ça, c'est souvent un point pour les gens qui de plus en plus ont des craintes, parce qu'on les voit les placards sur les camions. Vous les voyez de proche. On les voit de proche. Fait qu'on sait plus ou moins qu'est-ce qui passe, puis quand tu ne sais pas, tu peux facilement les trouver sur Internet ou utiliser le guide des mesures d'urgence pour aller... Parce qu'il faut se rappeler, Lac-Mégantic, c'est un train, mais ça peut être aussi bien un camion. Hein? Oui. Oui. Le train, c'est un autre dossier parce qu'il passe aussi proche des ça, il passe à l'intérieur, mais ça, c'est un autre dossier. Ça, c'est plus difficile à déplacer. Ça, c'est plus difficile. Mais ça reste que nous, on est enclavés entre la 132 puis le fameux chemin de fer. Donc, on a dans les deux sens. Oui. Mais les matières dangereuses sont réelles. On les voit passer à tous les jours. Puis c'est arrivé. Il y en a eu des accidents avec des camions. Les camions propane, notamment. Exact. Mais ça m'amène justement quand un camion se renverse, que ce soit des colis ou que ce soit du propane ou n'importe quelle matière, bien, ça bloque la 132. La région est bloquée. La région. Donc, il arrête la circulation à Trois-Pistoles. Et puis, ça va... À Saint-Fabien. Oui, mais même si c'est bloqué, si la route est bloquée à Saint-Fabien, ils vont arrêter avant pour que les gens puissent avoir des heures de repas et tout ça. Donc, c'est bloqué avant. Ça vient d'arriver justement samedi dernier. Ouais. Il y a eu les mauvaises conditions climatiques. Cependant, la route, elle aurait pu rouvrir si ce n'était pas du fait que le camion puis l'accident avec les 4 véhicules aurait bloqué la 132. Donc, ça l'a rouvert vers 10h30 du matin, donc un 5 heures. Puis des fois, le propane, c'est en 2017. Saint-Fabien, 32 heures. 32 heures où la route était fermée. Donc, les gens passent par où?
Vous avez de bons points. Il va falloir en discuter avec les opposants au projet, savoir Puis, tu sais, il y en a qui vont dire que ça n'arrive pas souvent, mais il s'agit que ça arrive une fois, l'ambulance, ça peut passer par où s'il y a une urgence? Il faut que je l'amène à l'hôpital à Rimouski. Au mois d'août dernier, madame est pompier volontaire. Oui, exact. Puis au mois d'août dernier, il y a eu un accident à 8 heures le soir, en face de la maison chez nous, ou presque, puis impliquant un producteur agricole avec un chargement de foin, un camion lourd à 53 pieds, une roulotte avec un pick-up et des chevaux à cheval dedans. Puis, et on a été chanceux parce qu'il n'y a pas eu aucun blessé grave, mais beaucoup de pertes d'équipement. Urgence environnement parce que le camion a fait un déversement de diesel. La route a été fermée, les gens ont attendu parce qu'ils n'ont pas, à 8 heures le soir, le temps de faire un détour par Saint-Mathieu. Ils n'ont pas eu le temps, fait que les gens ont attendu dans l'auto parce que la route était complètement fermée. Pendant combien d'heures avant qu'il débloque? Je dirais peut-être. On a quitté les lieux, il était presque 2 heures du matin. 2 heures du matin, puis ça arrivait à 8 heures le soir. Et c'était la route 132. Il n'y a pas d'autre façon. Il faut passer par Saint-Mathieu, puis revenir. Par les rangs. Puis ce n'est pas des routes faites pour voyager avec. Les gens locaux les connaissent, ces routes-là. Ça va, mais une fois que tu es rendu sur le lieu puis tu es bloqué sur la route, logiquement, tu fais pas de U-turn. C'est pas tentant lorsqu'on ne vient pas de la région. C'est ça. Non, c'est ça, exact. De ne pas savoir par où passer, puis c'est long comment. Puis, alors, c'est ça qu'on l'a vécu. On l'a vécu ensemble. Moi, j'étais là parce qu'on a été les premiers à donner un coup de main, après ça, les pompiers. Donc, c'est une problématique très complexe, mais c'est facile de dire on s'oppose ou on est pour, mais là, ceux qui sont pour, vous avez de très, très bons arguments. Maintenant, on invite ceux qui sont contre à venir discuter de ces arguments-là aussi. Exact. De toute façon, on vous réinvitera. Je suis sûr et certain que ce ne sera pas un dossier qui va se régler subito presto. Peut-être le dernier mot de la fin. On ne s'attend pas à avoir la construction d'autoroutes dans les 5 prochaines années. Donc, on est d'accord à dire sur la 132, moi, je ne demande pas qu'on change, qu'on fasse des améliorations majeures, mais on doit entretenir la 132, par exemple. On doit continuer à l'entretenir parce qu'on ne verra pas la 20 avant 10 ans. Là. Je suis convaincu de ça. Là. Alors, il faut quand même continuer à l'entretenir. Entretenons nos nids de poules, réparons les places où est-ce qu'on doit réparer, mais de là à dire qu'on doit réinvestir pour faire des améliorations, des contournements du village de Saint-Simon, des choses comme ça, je suis absolument contre parce que c'est de l'argent gaspillé. Ça ne sert à rien. Un jour ou l'autre, on va être obligé. Ça fait 60 ans, je l'ai dit tantôt. Un jour ou l'autre, on va être obligé. Ça va nous prendre un deuxième lien. On ne demande pas un troisième, l'autre. Juste un deuxième. C'est en terminant. Donc, moi, dans le fond, c'est que j'essaie de me projeter dans l'avenir où on sait que la circulation s'intensifie. Il y a des projets de cyclotourisme aussi, là, donc sécuriser la 132, augmenter la demande touristique en la diversifiant aussi dans le Bas-Saint-Laurent. Bien, c'est toutes des choses qui sont dans l'air puis que les gens veulent avoir ici. Donc, il faut penser dans l'avenir puis penser à c'est quoi les besoins qu'on va avoir dans 10 ans, dans 20 ans. Mais les besoins sont là en ce moment. Donc, autant y répondre pour plus que ces problématiques-là existent finalement. C'est pas un caprice, c'est un besoin bien réel qui se parle depuis au moins 20 ans. Au moins 20 ans. Donc là, je pense qu'il est temps d'agir puis de mettre ça en œuvre. C'est pas de prendre parti, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Les opposants au projet, bien, je vous invite à venir en discuter à la télévision communautaire. Nous, on n'est pas là pour mettre la chicane. On essaie d'être là pour que les gens se parlent. Donc, merci encore une fois. Merci à vous. Voici les annonces de la semaine. Patin disco à l'Arena Bertrand-Lepage, samedi le 6 avril, de 16h à 18h. Au Parc du Mont-Saint-Mathieu, c'est la traversée du lac ce dimanche, à 13h, ce qui clôturera la saison de glisse. La Maison de la famille mobile se dirige à Saint-Éloi, jeudi le 11 avril, de 9h à 11h30 à la salle Adélard-Godbout. Pour information, contactez Vicky au 851-2662. Cabane à sucre, samedi le 6 avril, au Centre Colombien de Trois-Pistoles, dès 11h30, au profit du Club des gymnostes de Trois-Pistoles. Vendredi le 6 avril, dès 19h, le Club de patinage artistique Les Étincelles vous invite à un gala de fin de saison à l'Arena Bertrand-Lepage,
au profit du club de patinage. Les 33 des Basques dans la catégorie M18 ont remporté le championnat régional par la marque de 5-0 en finale contre la Vallée. Bravo à toute l'équipe! Le 8 avril prochain aura lieu une éclipse solaire. Nous vous invitons à suivre les recommandations de la santé publique. Toute l'équipe de la TCBH vous dit à la semaine prochaine!